Vraiment le jour même, parce qu'en fait, la veille, on avait encore bossé jusqu'à 3h du mat avant le jour du départ sur la voiture. C'était de la folie. On est parti le lendemain, mais sans jamais réaliser ce qui se passait, quoi. Et le moment même où on est parti, on est arrivé au bout du parking d'où on partait, il y avait tous nos proches et tout. Et là, on s'est regardé et juste, c'était tout con, on s'est dit, en fait, on va où maintenant? On va à gauche ou à droite? On savait même pas où on allait. C'était vraiment la merde nous quand on était à cet endroit-là du Tadjikistan parce qu'en fait il faisait complètement nuit et on était à plus de 4200 mètres d'altitude et il faisait mais un froid de malade et encore une fois là on a été accueillis par deux femmes qui vivaient dans une maison en bois. Quand on a voulu travailler sur le montage de notre film, on est arrivé avec Julien. On savait utiliser techniquement le logiciel, mais on s'est retrouvé devant 60 heures de film. Il fallait qu'au final, on ait 1 heure de film, quoi, dans ces 60 heures. Et ça, c'est quelque chose dont on a hâte de découvrir l'année prochaine avec les festivals pour voir aussi le retour d'un public. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet, d'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques, et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur Le Grand Bain. Avant de te faire découvrir l'épisode, n'oublie pas de t'abonner sur ma page Instagram et LinkedIn, Le Grand Bain, et de me laisser un commentaire. N'hésite pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que tu as pensé de ce podcast, parce que ça m'aide beaucoup à améliorer le prochain. Et enfin, dernière chose, si jamais tu connais quelqu'un à qui ce podcast pourrait plaire, n'hésite pas à lui en parler, c'est ce qui m'aide le plus. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Julien et Sébastien qui ont fait un road trip à Vladivostok. Alors moi, je pose toujours la première question du podcast que je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Qu'est-ce qu'on a mangé ce matin? Moi, j'ai pris 3 petites tranches de pain de mie grillé avec du beurre, de la confiture de fraises et un verre d'eau. Ok, verre d'eau. Sobre. Ouais, et alors moi, un peu la même, du pain, ouais, 2 tartines, abricots, fruits rouges, et petit thé ayurvédique, parce que voilà, c'est confinement, il faut prendre soin de soi. Ayurvédique, c'est quoi ça? Alors ayurvédique, je vais pas faire la pub, hein, mais c'est tout, enfin, je vais sûrement en parler très mal, mais c'est tout un mouvement c'est la plus vieille médecine du monde, il me semble, qui est originaire des pays d'Inde, enfin de l'Inde, quoi. Et donc il y a tout un mouvement un peu bobo nutritionnel qui s'est calé dessus et qui maintenant propose plein de petits thés ayurvédiques qui sont bons pour la santé. Voilà. Alors, je m'attendais. Alors, vous posez la question, je m'attendais à des petits déj tadjiks ou des aspirations de votre trip. Mais... On a bien aimé le thé au lait, mais on a eu notre dose, on peut le dire. C'est vrai, ouais. C'est quoi? Est-ce que vous avez une. Attendez, on va commencer on va reprendre depuis le début avant de partir dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez me présenter votre projet, ce que vous avez fait? Ok. Alors notre projet, c'est un projet de voyage qui s'appelle Il était une fois dans l'Est. C'est un projet qui nous est venu en fait il y a à peu près 2 ans maintenant. En fait, c'est un voyage qu'on a effectué l'été 2019. Un voyage qui nous a emmené de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique pour Julien. Et moi, j'ai dû partir un peu plus tôt, mais on vous expliquera ça un peu plus, enfin, on en parlera un peu plus en détail. Et en fait, c'est un projet de voyage, mais un voyage qui est solidaire parce qu'on est parti de Brest, donc de l'océan Atlantique, avec 300 dessins d'enfants français qui ont été faits par des enfants de nos villes communes, donc Bure-sur-Yvette et Orgeval. Et on est parti aussi avec des films d'animation. Et en fait, on a voyagé sur les routes de la soie à bord d'un petit 4x4 soviétique qui s'appelle la Lada Niva, qui est une voiture hyper rustique, mais très très efficace et voilà, à laquelle on s'est beaucoup lié pendant le voyage. Et en fait, ces dessins, on les a échangés tout au long du voyage avec les dessins de d'autres enfants qu'on rencontrait, en organisant des ateliers dessins. On a aussi projeté les films qu'on avait emmenés avec nous de manière très spontanée dans les villages, dans des écoles, dans des orphelinats.
en arrivant le soir, en rencontrant les gens. Et ce projet un peu de partage nous a permis de tisser des liens beaucoup plus forts que ce qu'on aurait pu faire autrement. Et voilà, d'avoir un projet qui donne un vrai sens à ce voyage, par-delà toutes les aventures qu'on a vécues, et par-delà les rencontres. Voilà, donc ça a été 2 mois de voyage pour ma part, parce que j'ai dû rentrer un peu plus tôt pour finir mes études, et 5 mois pour Julien. C'était quoi le but Enfin, pourquoi avoir voulu faire de l'humanitaire? Il y avait une raison? Vous avez eu quelque chose qui vous appelait? Pourquoi vous avez fait ça? Alors en fait, pour revenir encore un peu plus en arrière, initialement, c'est Sébastien qui avait entendu parler d'un rallye qui s'appelle le Mongol Rally et qui consiste en fait tous les ans, il y a un organisme qui organise ce rallye-là où il y a plusieurs groupes de personnes, souvent des amis qui partent en voiture pour aller jusqu'en Mongolie. Nous, on était partis à la base de cette idée-là, de rejoindre ce rallye-là. Et donc c'est Sébastien qu'on avait entendu parler et en y réfléchissant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu trop de contraintes, un peu trop de restrictions. Donc on a préféré le faire de notre côté pour être complètement libre, pour pouvoir partir à la date qu'on voulait et puis voyager comme on voulait sans devoir tracer 10 heures par jour sur la route et pas avoir le temps de rencontrer qui que ce soit. Donc on l'a fait de notre côté voilà, Sébastien a eu l'idée aussi qui est venue derrière de se dire bah, c'est bien ce qu'on fait, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer d'apporter quelque chose là où on va et de faire participer les gens en fait d'une certaine manière à notre voyage. Et lui qui est dans le domaine du cinéma, dans l'audiovisuel, il a pensé au fait qu'on puisse emmener avec nous justement un projecteur et des films d'animation pour les projeter bah, justement là où on allait, dans les villages, dans les écoles, dans les orphelinats. Sachant qu'on est aussi au courant que bah, là où on allait, ça allait être des endroits potentiellement très isolés, où il n'y avait pas forcément bah, d'infrastructures comme on peut avoir des cinémas, des salles de projection. Et donc ça allait aussi pouvoir faire découvrir cet art-là qui nous tient tous les deux beaucoup à cœur. Et donc voilà, donc il y a ce premier projet-là qui s'est dessiné comme ça, le projet de projection de films d'animation. Et après, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait aussi faire en sorte que les personnes qu'on a rencontrées, et en particulier les enfants et les familles, soient vraiment acteurs de notre projet et pas seulement spectateurs en regardant les films. Et c'est à ce moment-là que une journaliste qu'on a rencontrée juste avant de partir nous a soumis l'idée de faire dessiner les enfants. Donc elle nous avait proposé, elle nous a dit, vous pouvez emmener des feuilles, des crayons, et puis les faire dessiner soit après les projections, avant les projections, mais de façon à ce qu'ils soient un peu plus acteurs vraiment de notre projet. Et donc nous, tout de suite, l'idée nous a séduit et on l'a poussé un peu plus loin en se disant, mais attends, mais si on emmène avec nous des feuilles, des crayons pour faire dessiner les enfants, pourquoi est-ce qu'on ferait pas déjà les dessiner les enfants de France à la base pour emmener avec nous leurs dessins et les échanger avec les enfants qu'on rencontrerait. Donc ça s'est vraiment construit au fur et à mesure, c'est des idées qui sont venues progressivement. Ah, c'est super ça. J'aime beaucoup cette idée que ouais, tout se fasse. Ça s'est fait à la dernière minute pour les dessins du coup, non, j'imagine. Non. Ah, les dessins, ouais, vraiment, c'était le dernier mois, quoi. Avant de partir, on rencontre cette journaliste-là qui nous en parle, et puis tout de suite l'idée nous séduit. Et on est allé voir les écoles qui ont tout de suite voulu participer, et on a récupéré les dessins 2 semaines avant de partir. C'était vraiment, vraiment au dernier moment. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est quand même un podcast qui est un peu sur la mise en action, tu vois, quand t'as une idée de se lancer. Euh, vous avez déjà fait un projet comme ça ou pas, de cette envergure-là avant ou pas Non. Du coup, vous avez tout appris sur le tas. Ouais. On apprend encore, hein. Vous C'est ça apprenez qui est encore. génial. Mais vous, Ah oui, complètement. vous avez eu, je sais pas, genre, vous avez mis combien de temps pour vous préparer? En fait, on a entendu parler, j'avais entendu parler de ce rallye, on va dire peut-être 2 ans avant le départ. D'accord. Donc il y avait une idée un peu en tête, mais le moment où on a vraiment, comme l'a expliqué bien Julien, le moment où on a vraiment du coup fait de cette idée-là la nôtre et qu'on a du coup concrétisé un peu ce projet, élaboré, on va dire que ça s'est fait vraiment 8 mois avant le départ, et puis on va dire qu'on a vraiment commencé à travailler dessus beaucoup 6 mois avant le départ, et puis 3 mois avant le départ, on était tous les soirs, parce que moi je faisais mes études, Julien il était en stage, il travaillait, donc en fait tous les soirs on travaillait jusqu'à minuit dessus, puis après le lendemain on retournait faire nos journées respectives, et le week-end on se retrouvait tous les week-ends. Et vous t'avez Donc fait dessus, quoi.
Et on t'a fait dessus parce qu'en fait, il y avait plein d'éléments en fait, mais qu'on n'avait pas du tout appréhendé encore une fois. Et ça a été la grande leçon, c'est qu'à chaque fois, on pensait que voilà, il suffisait de faire ça. Par exemple, on se dit bon bah on va partir en voyage, donc on se dit il faut qu'on trouve la voiture. Mais trouver la voiture, ça veut dire quelle voiture? Et quelle voiture? Donc il faut faire des recherches. On trouve déjà le bon type de voiture, donc ça nous prend du temps. Ensuite, après ça, il faut l'acheter cette voiture. Donc il faut trouver de l'argent. Donc il faut trouver des partenaires. Enfin plein de choses comme ça, très intéressantes. Et puis donc il y a beaucoup d'organisation, mais aussi toute la phase de réflexion et de voilà quel sens on veut donner à ce voyage. Et il y avait à la fois de l'artistique et de la logistique. Et et puis voilà quel était nous aussi, qu'est-ce qu'on voulait dessiner comme itinéraire, qu'est-ce qu'on voulait vivre et quel était le voyage qu'on voulait faire. Parce qu'en fait il y a 1 million de manières de voyager. Et quand on part à deux, à mon avis, le plus difficile, c'est Faut se mettre d'accord. de choisir une manière qui convient, ouais. Ouais, ouais. Alors, juste comme ça, parce que tu l'as soulevé, cette voiture soviétique, là, vous l'avez trouvée comment? On l'a trouvé après pas mal de temps d'acharnement sur le bon coin en fait. On trouve des voitures soviétiques sur On- le bon coin. Ok, c'est noté. Ouais, C'est exactement. noté pour la prochaine Et fois. elles partent vite, elles partent très vite. En Ah ouais? plus, faut tout de suite la choper. Ah ouais, on a galéré. Mais elles ont Vraiment pas super mauvaise pendant un réputation mois. pourtant, là, tout ce qui est transport Alors, soviétique un peu justement. alors généralement, c'est vrai que c'est très rustique, c'est pas confort. Enfin, c'est pas une voiture que tu prends tous les jours quotidiennement. C'est pas vraiment le but du tout. C'est à la base, c'est des voitures qui sont à destination des agriculteurs pour aller dans les champs. Mais c'est une voiture du coup qui est très solide, qui a très peu d'électronique, qui est facile à réparer, On trouve des pièces partout. Alors en Europe, on en trouve beaucoup moins, mais dès qu'on passe la mer Caspienne et qu'on arrive en Asie centrale où c'était des ex-pays soviétiques, là on trouve tout ce qu'on veut comme pièces. Enfin voilà, c'est des voitures qui sont pas confort du tout, en tout cas les Lada Niva, mais qui sont extrêmement extrêmement robustes et qui résistent à tout. On a eu des pépins, on a eu des accidents, mais elle a tout le temps résisté. Et Et pour la petite histoire, en fait, on l'a trouvé à côté de Lyon. Et donc ça, c'était 1 mois avant le départ, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on a tellement galéré à la remonter depuis Lyon. On a mis, je sais plus, mais enfin tellement d'heures. On a dû mettre mais qu'est-ce qui s'est passé? 14 heures, enfin je sais plus. Mais parce qu'en fait, elle ne roule pas à plus de 80-90 km/h. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et elle tremblait énormément. Nous, on savait pas comment la conduire. Il n'y a pas de direction assistée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se rend plus compte, mais pas de direction assistée. Tu mets 2 fois plus de temps à tourner. En ville, c'est une horreur. Oh la Tu vache. avances, tu consommes énormément d'essence. Nous, en plus, il y avait des réparations à faire, donc on s'est retrouvé à rentrer de nuit avec la voiture. On a cru qu'on n'arriverait jamais. On a vraiment eu l'impression que le voyage n'allait jamais pouvoir se faire parce que de Lyon à Paris, c'était l'horreur. Waouh. Et pourtant après ça allait Et quoi. pourtant ça Enfin l'a ça fait. allait. Ça a été, on s'est apprivoisé mutuellement, on va dire. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez enfin, parce que là vous avez dit que vous l'avez pris aussi pour la mécanique, mais vous l'avez quelqu'un s'aimait faire de la mécanique dans vous deux ou pas là, entre vous deux ou... Ok, la Non, pas réponse du c'est tout. non du coup. Non, non, absolument pas en fait. Ok. Non, non, vraiment, on connaissait rien du tout. Et c'est d'ailleurs un des points que la plupart des personnes à qui on parlait de ce projet nous reprochaient en nous disant que si on avait un problème, ça allait être catastrophique. Mais bon, finalement, on a appris vraiment des rudiments sur le voyage, pendant le voyage, mais avant de partir, on ne connaissait rien du tout. Et en fait, c'est vraiment grâce à chaque fois aux personnes qu'on a pu rencontrer, qui étaient soit des mécaniciens, soit des personnes qu'on rencontrait par hasard, qu'on a pu parfois surmonter justement des problèmes mécaniques avec. Mais donc ça c'est vraiment passé par la confiance en fait qu'on a accordée aux personnes qui nous proposaient de réparer la voiture. Ouais, c'est trop intéressant. Je reviendrai là-dessus parce que du coup vous avez fait un film de tout ça et du coup, enfin, bon, vous m'avez donné l'occasion de le regarder un petit peu en avance. Du coup, j'ai quand même plein de questions que je vais vous poser pour la suite. J'aimerais juste parce que là tu l'as dit là, ça m'a un peu interpellé. Et tu disais que il y a des gens qui vous avez été découragés ou pas? On vous a dit que vous étiez des malades ou pas ou parce que en fait là vous avez pris une Bah, destination quand même qui est du point de vue occidental, voire enfin voilà vraiment l'ouest de l'Europe quoi, je trouve. C'est des pays où enfin
Enfin, je sais pas, c'est quand même plein de clichés dangereux. Oui. Oui. Et puis c'est pas documenté. Enfin, je veux dire, tu veux tu veux faire un road trip aux US, tu dois avoir 20 000 pages de blog, etc. Tu veux aller au Tadjikistan, je pense que c'est pas la même chose. Vous allez avoir peut-être des gens qui... Enfin, je sais pas, en fait, j'essaie d'imaginer, en fait, de me projeter, et je me dis que si je tombe sur des trucs, je vais avoir des gens qui sont eux aussi un peu extrêmes dans leur façon de faire, et du coup, je me reconnais pas là-dedans, par exemple. Et du coup, je me dis, est-ce que j'ai les compétences, quoi? Enfin, comment est-ce que vous l'avez approché, ça? En fait, je sais pas si on l'a vraiment complètement, si on avait vraiment complètement pris tu as connaissance. En fait, on avait regardé les itinéraires qui nous intéressaient, et en fait, il y avait eu cette idée de suivre un peu le parcours du Mongol Rally au début. Donc, le parcours du Mongol Rally, aller jusqu'en Mongolie, d'où le nom. Et nous, on s'est dit, bon, bah nous, on n'a pas envie de faire comme eux, on a envie de faire notre parcours à nous et d'aller, si on va en Mongolie et qu'on part de France, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout, jusqu'en Russie? Donc en fait, on a un peu suivi, sans trop y réfléchir, l'idée qu'avait posé ce rallye. Mais en fait, ces pays-là, on les connaissait vraiment pas très bien avant de partir. Et on s'était documenté un petit peu, mais il n'y a pas énormément d'informations. Enfin, il y en a quand même des informations, mais en fait, on était tellement pris dans toute la logistique de tout qu'en fait, on n'a pas été aussi assidu qu'on aurait aimé l'être par rapport à ces infos-là. Et en fait, il y a des gens qui nous décourageaient, mais sur la destination, mais surtout sur. Il y a des gens qui comprenaient pas forcément le projet. Quelques-uns, c'était assez rare, hein, mais comme on était dans un peu des foires de village pour essayer de faire dessiner les enfants, pour proposer un peu pour essayer de financer un peu le projet. Enfin voilà, on a participé à plusieurs trucs comme ça dans nos villages. Il y avait des réactions de personnes qui étaient très diverses. Il y avait des gens qui étaient hyper en soutien par rapport à ce qu'on faisait, d'autres qui trouvaient ça amusant, qui en rigolaient. Et il y avait quelques personnes, c'était très rare, mais quelques personnes qui étaient énervées et qui disaient je vois pas pourquoi on vous donnerait de l'argent pour aller passer vos vacances au Tadjikistan ou enfin qui étaient vraiment blasés et qui disaient de toute façon vous y arriverez jamais, votre voiture vous allez jamais l'emmener en dehors de la France. Donc il y avait un peu ce truc là. Mais en fait en partant, et c'est le jour où on est parti, vraiment le jour même, parce qu'en fait la veille on avait encore bossé jusqu'à 3h du mat avant le jour du départ sur la voiture. C'était de la folie. On est parti le lendemain, mais sans jamais réaliser ce qui se passait, quoi. Et le moment même où on est parti, on est arrivé au bout du parking d'où on partait, il y avait tous nos proches et tout. Et là, on s'est regardé et juste, c'était tout con. On s'est dit, en fait, on va où maintenant? On va à gauche ou à droite? On savait même pas où on allait. Et là, on a été submergé par l'émotion et on s'est rendu compte qu'en fait, on partait vraiment, mais qu'on savait pas ni où on allait, ni ce qu'on faisait. Et là, on a tous les deux pris conscience d'un coup qu'on partait pour plusieurs mois. C'était la première fois qu'on partait aussi longtemps. C'était la première fois qu'on partait dans ces pays-là qu'on n'avait jamais connus. Et on s'est dit, putain, peut-être qu'on reviendra pas, ou peut-être qu'il nous arrivera des choses folles. Mais voilà, on a pris conscience de quelque chose de très fort. Du coup, vous avez mis 18 heures pour sortir de la France. Et après Alors, en fait, on a commencé par aller dans le sens inverse de notre objectif. En fait, on est parti, vu qu'on est de région parisienne, on est d'abord parti vers l'ouest pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Et c'était déjà la première épreuve. C'était un peu l'épreuve que la date devait passer pour ensuite que ce soit relativement confiant pour la suite. Mais donc en 2 jours, on est allé jusqu'à la côte et après on a pris le vrai départ. Juste avant, vous avez été sponsorisé du coup pour votre voyage, ou en partie en tout cas. Oui, ouais, en partie. Comment est-ce que vous avez vendu le projet du coup? Comment est-ce que vous êtes débrouillé? Parce que c'est vrai ça, effectivement, enfin là, parce que là j'y pensais pendant que vous me disiez ça, mais c'est vrai que pourquoi est-ce que je vous pose ça parce que j'ai eu Jacques Bottelin juste avant, et qui est un pilote qui a monté sa patrouille et qui est un expert des financements, etc. Et du coup, j'aurais juste bien aimé avoir votre version du coup de comment est-ce que vous avez vendu votre projet en fait pour les sponsors. Alors en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est faire un dossier en fait de présentation du projet. En expliquant vraiment dans les détails ce qu'on allait faire, pourquoi est-ce qu'on partait et ce qu'on allait faire pendant le voyage,
et ce qu'on proposait de faire en revenant. Donc nous, en fait, ce qu'on proposait, c'était d'organiser des expositions, de réaliser un film et puis d'intervenir soit dans les entreprises qui nous soutenaient, soit dans les écoles des villes qui nous soutenaient pour parler du voyage. Donc on a commencé par constituer ce dossier-là avec des visuels et puis en mettant aussi avant les travaux respectifs qu'on avait faits, puisqu'on avait déjà tous les deux un peu déjà réalisé des projets dans le domaine de l'audiovisuel. Donc on a commencé par aller voir nos villes respectives d'abord, euh, en justement leur parlant de ce projet-là et puis en leur proposant à notre retour d'organiser ces événements-là à destination des habitants de nos villes respectives. Et donc pour nos deux villes, ça a marché. La commune de Bure-sur-Yvette et la commune d'Orgeval ont participé financièrement à notre projet. Et à notre retour, du coup, on a organisé les expositions, mais bon, ça peut-être qu'on en parlera plus Ouais, tard. ok. Mais voilà, pour la partie financement, déjà, on a commencé par nos villes respectives. Et puis ensuite, on a rencontré aussi des associations, par exemple lors de nos expositions, quand on était en fête et qu'on s'exposait avec la voiture et puis qu'on proposait aux enfants de dessiner. Par exemple, il y a une association à Orgeval qui propose des cours d'anglais aux enfants et qui a pris connaissance de notre projet et qui nous a soutenus financièrement pour partir et puis pour emmener des dessins justement des enfants qui font partie de l'association. Voilà. Après, il y a aussi des personnes comme ça qui nous ont aidés vraiment financièrement de manière Ouais, mécénat. totalement Gentil, ça, ouais. désintéressée en fait. Vraiment, c'était simple, c'est vraiment pour nous aider à partir. Ok. Par exemple, il y a un marchand au marché de Bure-sur-Yvette qui nous a donné 500 euros comme ça, Oui, hyper il s'appelle. gentiment, Mario Select. Ouais, c'est ça, c'est Mario du marché de Bure, donc on le salue quand même parce que on s'y attendait pas du tout. Ah, c'est trop mignon. Génial. Et Ouais, bon, ouais. du coup, vous êtes parti, mais alors c'était marrant parce que je trouve que dans votre film, euh, on dirait que vous êtes parti avec 3 fringues et beaucoup de matos, type matériel d'école et du coup, j'imagine que le matériel vidéo aussi prend une place. Mais on dirait que vous avez juste genre une tente de camping, un jogging, une veste et puis basta quoi. Euh, Alors ça, c'est parce que Julien se douchait pas beaucoup. C'est con. Quand je dis On avait dit Julien, qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. merde. Non mais passer la blague, c'est vrai que bon déjà de un, c'est vrai qu'on on se douchait pas beaucoup, mais de deux surtout, c'est vrai on n'avait pas énormément d'affaires pour nous. De toute façon, ça servait pas à grand chose puisque oui, on marchait un peu. Enfin voilà, on n'avait pas beaucoup de matériel. De toute façon, en fait, nous on était tout le temps dans la nature. On était oui, très vous très alliez peu en pas ville, au rooftop donc de New York quoi. Ouais. ouais, voilà, ça servait à rien. De toute façon, dès qu'on était en ville, on se sentait décalé parce qu'on s'était pas rasé depuis un mois et demi, pas bien douché, nos vêtements étaient pas lavés. Donc, en fait, on avait ce qu'on voulait, c'était pouvoir se fondre dans la nature, pouvoir rencontrer les gens en étant habillés décemment, c'est-à-dire avec des pantalons dans les pays qui sont musulmans ou dans les pays où c'est pas la coutume de mettre des shorts ou de mettre des pulls quand il fait un peu froid le soir. Enfin bref, juste des vêtements basiques. Et après, le plus important pour nous, c'était le projet. Et donc le projet, c'était les projections. Donc on a amené un petit projecteur, mais surtout un écran de projection qui était sur le toit de la voiture. Parce qu'il fallait qu'on soit autonome. On avait des caisses avec plein de feuilles de dessin, plein de crayons, les 300 dessins français qu'on a amenés avec nous, donc ça faisait un paquet de classeurs. Et puis tout notre matos, donc on avait chacun un appareil photo qui filmait, on avait un drone, on avait même 2 drones parce qu'on en a racheté un en cours, et GoPro, tout ça. Enfin voilà, la voiture c'était on va dire 80% le projet, 10% nous et 10% d'affaires de nous, quoi. Je trouve ça marrant. En fait, c'est marrant. En fait, je suis pas surpris parce que, enfin, ça se reflète dans votre film, c'est qu'il y a vraiment un côté don de soi, je trouve, qui se, qui se fait ressentir en fait dans le film parce que où que vous alliez, vous êtes toujours en train de donner en fait. Après, on vous donne, j'ai l'impression un peu beaucoup au retour aussi parce qu'on vous héberge, etc. Mais c'est ça en fait. Là où vous arrivez, en fait, vous êtes toujours en train de dire ah regardez, je vous fais une photo, etc. C'est Ouais, c'était vraiment important pour nous, mais Julien va peut-être en parler parce que justement l'idée de la photo, c'était Mm. une idée qu'il a eue et c'est une super idée, hein. Oui, oui, voilà. Donc, enfin, nous, déjà à l'initiative de notre voyage, même avant de partir, même avant d'être dans le voyage, justement, on était parti de l'idée
de partager aussi et d'apporter quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on avait emporté les dessins et l'écran de projection avec les films. Et pendant le voyage, j'avais aussi emporté avec moi une petite imprimante portable qui marche sur Bluetooth Ça, c'est et trop qui bien. permet d'imprimer des photos. Donc en fait, c'est hyper simple et c'est hyper facile à utiliser. C'est tout petit et c'est hyper efficace. Juste en connectant en fait l'imprimante à mon appareil photo, je pouvais directement imprimer les photos que je prenais avec des papiers qui sont sans encre. Donc comme ça, c'était vraiment illimité. C'est juste l'imprimante, je la recharge sur batterie et puis après, il suffit d'avoir des feuilles et ça imprime. Donc ça, c'était vraiment super. Et donc voilà, donc quand on voyageait et qu'on allait rencontrer des personnes, on leur proposait voilà parfois de prendre des photos. Et puis derrière, on leur proposait de leur imprimer pour qu'ils aient aussi un souvenir et pas seulement que ce soit une photo qu'on garde pour nous de notre côté, vu que c'est important d'avoir cet échange mutuel. Donc Ok. c'était voilà, c'est un aspect qui est assez important du voyage et je pense qu'il est important d'avoir dans la plupart des voyages qu'on fait. Mais comment est-ce qu'ils vous prenaient enfin, dans le film, en fait, ils vous accueillent. En fait, moi, ce qui m'a choqué vraiment dans votre film, c'est que les gens vous voient débarquer, vous sortez de nulle part. Et ils sont là, enfin, ils comprennent même pas votre langue, ils vous comprennent même pas, et ils se disent, oui, bah viens m'aider à faire mes tâches ménagères, viens m'aider à faire ci, faire ça, etc. Et puis, et vous prenez part tout de suite alors, enfin, Ouais, je sais pas, genre, en fait, vous venez, enfin, voilà, vous êtes des petits voyageurs occidentaux, parisiens, vous arrivez avec tous vos drones, etc., machin. Est-ce que vous avez senti déjà je sais pas, pas une fracture, mais un décalage, quoi, déjà, juste quand vous arriviez comme ça. si, si. Si, si. Alors, je pense qu'en fait, on aurait été. En fait, il y a un décalage. Plus on s'éloigne de l'Occident, effectivement, plus on va vers des sociétés où, en tout cas à la campagne, hein, pas dans les villes, mais à la campagne où où ça fonctionne un peu par communauté. Donc, les gens ils sont plus reliés les uns aux autres. Donc, il y a plus cette culture aussi de l'hospitalité. Et on voyait bien qu'en Occident, même en Europe jusqu'en Grèce, enfin, ça dépendait des pays, mais il y a beaucoup de méfiance. Plus on est des pays où il y a l'individualité et plus il y a de la méfiance. Donc les gens se méfiaient de nous. Et puis nous, de manière même pas consciente, on se méfie des gens. C'est-à-dire que quand on arrive dans une ville, bah voilà, on fait bien attention à ce que sa porte de voiture soit verrouillée, ce qui est logique. Sauf que après, nous, pendant la suite du voyage, quand on était en Asie centrale, il y a un moment, notre porte, elle se verrouillait plus. Et puis on a quand même passé 3 semaines avec la porte qui était ouverte avec tout notre matos dans la voiture, mais ça ne nous gênait même plus parce que on savait que c'était pas la mentalité. Mais cette question en fait, nous, les 1 mois qu'on a passé en Europe et en Turquie pour s'éloigner de l'Occident, ça nous a permis aussi de nous reconnecter, enfin, je sais pas, de se débarrasser de plein de couches de méfiance et de nous-mêmes être disponibles pour rencontrer les gens. Parce que je pense qu'en fait, si on avait pris un avion et qu'on était arrivé au Tadjikistan, comme on était à notre départ, peut-être que les gens nous auraient moins accueillis parce qu'ils auraient senti en nous peut-être un peu de distance, peut-être un peu de méfiance, alors que le voyage nous a justement lavé de tout ça. Et il faut le dire aussi que le film, lui, se concentre sur l'Asie centrale, et qu'en Asie centrale, les gens sont particulièrement hospitaliers, surtout au Tadjikistan où il y a des voyageurs, mais c'est vrai, il y a beaucoup de voyageurs, mais peu qui prennent le temps de s'arrêter. Donc c'était vraiment un pays formidable et effectivement, les rencontres là-bas, nous aussi, on était complètement choqués. Toute la journée, on rencontrait des gens. C'était impressionnant. Ah mais Impressionnant. c'est hallucinant, c'est presque à faire rougir Antoine de Maximi, quoi. Enfin, genre, en tout cas, dans le film, on a l'impression que vous ne faites rien, quoi. Vous êtes juste à côté. Enfin, je sais pas, il y a un exemple à un moment où vous êtes en panne d'essence et je sais plus, vous demandez à un gars Oui, de oui. l'essence avec les mains, et le mec, vous le faites rentrer dans votre voiture. Finalement, un villageois nous dit savoir où trouver du carburant et monte à bord. Поехали. Нет, туда. Где один дом, потом асфальт есть, асфальт. Бетон, асфальт. Да, во, асфальт. Прямо на асфальт. Во. О, молодец. Il a le smile et tout, il parle, on comprend. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que vous avez sous-titré ce qu'il dit après coup. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, on sait ce qu'il dit. Et il est là, genre, vous comprenez ce que je raconte, hein? Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, continuez par là. Et après, il vous fait rentrer chez lui. Et après, c'était un mariage, je crois, c'était en plein mariage, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Et ils vous ont C'est incrusté, quoi.
Ouais, Mais en complètement, Europe, on ils nous verrait ont jamais ça, invités, c'est mais incroyable. non, non, c'est complètement improbable. Et même nous, en fait, quand il nous a invités à déjeuner chez lui, on n'était même pas au courant qu'en fait on assistait à un mariage. Et c'est à notre retour en France, quand on a commencé à faire le montage et à traduire les vidéos qu'on avait, qu'on a compris justement qu'on avait assisté là-bas à une cérémonie de mariage complètement par hasard, improvisée. Enfin, la cérémonie n'était pas improvisée, mais notre rencontre était complètement improvisée, hyper spontanée. Et c'est ça qui est vraiment touchant en fait. On se rend compte que bah, on peut là-bas inviter des personnes qu'on n'a jamais rencontrées à un mariage. Quelque chose qu'on ne verrait Impensable. pas, qu'on ne verrait pas ici. C'est assez fou c'est ça qui est vraiment génial. Qu'est-ce qui... Enfin, parce que là, en fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis, là, le sas enfin, le lavage, en fait, que tu t'as dit, tu vois, Ouais, où ouais, ouais. plus tu voyages dans l'Europe, enfin, plus tu t'enfonces et plus tu te rends compte que les gens sont... Alors, je sais pas si c'est ouvert ou pas, etc., mais que tu vois bien qu'il y a une transformation qui se fait, quoi, au niveau de la mentalité. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, en fait, on est dans... Moi, c'est ce qui m'est apparu quand j'ai vu le Tadjikistan, là. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, on est vraiment chacun dans une bulle, en fait. Et en fait, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes carrément allé voir, enfin, vous êtes sorti de votre bulle, vous êtes allé celle des autres, et Ouais, bah c'est complètement. Enfin, ça fait du bien. Ça, en fait, on se sentait. Mais après, il faut un peu nuancer aussi ce qu'on dit. C'est vrai que c'est très très fort là. Mais par exemple, je suis persuadé que en France, il y a aussi des gens qui sont bien hyper sûr. ouverts. Non, non, je dis pas que Mais tous les j'ai Français sont des cons. l'impression que. Ouais, bien sûr. Non, mais enfin voilà, je veux juste un peu nuancer ça pour pas que ça fasse un peu Je sais pas. manichéen, genre Bien sûr, bien sûr, les méchants européens. bien sûr. Là-bas, ils ont rien, mais ils ont tout. Alors, ce genre de phrase, c'est horrible, mais tu vois, non, faut pas dire ça, quoi. Est-ce C'est pas vrai. Mais par contre, euh, c'est vrai que, enfin, on s'est vraiment senti. En fait, le fait d'être tout le temps au contact de la nature et des gens qu'on rencontrait. Au Tadjikistan, on rencontrait. C'est-à-dire que, par exemple, pour te donner un exemple, on se réveille le matin, on va prendre en photo. Bah, par exemple, on se réveille le matin. Déjà, il y a des gens qui viennent nous voir. On comprend pas. Bon, voilà. Par exemple, on s'est réveillé un matin et il y a eu les deux enfants qui sont dans le film là, Fatima et Hassan, qui viennent nous voir le matin et qui viennent avec leurs chèvres. Et en fait, après, ils se retrouvent, ils rentrent dans notre voiture et ils fouillent tout. Ils ont tout vidé. Alors, je pense que si on était, enfin, tu vois, si on n'avait pas passé ce mois avant de voyage, on aurait été hyper choqués. On aurait été, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la Qu'est-ce qu'il voiture? faut, ouais. Pourquoi ils vident tout? Parce qu'ils ont vraiment tout sorti. Ça a duré 3 heures quand même, hein. Oh, ah Mais, ouais! Mais on dirait que bah vous êtes ouais, voilà. super zen, quoi. Bon, là, c'était rapide, ouais. Vous êtes là, je sais pas, oui, bah, écoutez, allez-y. Parce qu'à un moment, alors, ce qui est rigolo, c'est que tu parles à un moment, tu parles qu'ils ont plus fouillé que la douane. Comment est-ce que, d'ailleurs, ça, c'est un point que je voulais voir avec vous, est-ce que vous avez vu des frayeurs là-dessus ou pas? Ou est-ce que on vous a regardé avec méfiance? Ou c'était comment les frontières? Parce que, Alors, enfin, en Europe, il n'y avait aucune frontière, mais la première frontière qu'on a passée, c'était en Turquie. Celle-là, on l'a passée assez rapidement. Ils ont même pas fouillé la voiture, je crois. Il faisait très chaud à ce moment-là, mais bon, on est passé rapidement. Mais par contre, les frontières en Asie centrale prennent un peu plus de temps. En Un peu particulier, plus, par c'est. exemple, oui, beaucoup plus. Quand on était en Ouzbékistan, enfin, quand on était au Kazakhstan et qu'on est passé en Ouzbékistan, on a mis 6-7 heures à passer la frontière. Et en fait, voilà, il faut savoir que c'est des postes militaires là-bas, donc c'est des militaires en fait qui tiennent les frontières. Et puis quand tu arrives, en fait, tu as tout le temps, t'as deux postes en fait à passer. Tu as le poste du pays duquel tu sors et tu as le poste du pays dans lequel tu rentres. Donc tu as deux fois les formalités qu'il faut refaire. Tu as deux fois un check de ton véhicule, des sacs et tout. Et nous, alors là, on n'avait pas vraiment de frayeur par rapport à ça parce que en théorie, on n'a rien, on n'a pas vraiment de produits. On n'a aucun produit illégaux dans la voiture, à part le drone qui était formellement interdit, par exemple en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan, mais qu'on a pu quand même faire rentrer en le cachant dans la boîte d'un matelas gonflable qu'on mettait dans le coffre de toit. ok. Mais sinon, voilà, à part ça, on passait bien, ça mettait du temps. Et ce qui était assez marrant, c'est que, en fait, quand ils nous voyaient arriver et qu'ils voyaient nos passeports et qu'ils voyaient qu'on était français,
tout de suite, j'ai parlé de foot parce qu'en fait, on était en 2019, l'année dernière, enfin l'année précédente, c'était le moment où on avait gagné la Coupe du Monde et ils connaissaient tous l'équipe de France, ils connaissaient les noms de tous les joueurs, quoi. Mais Et énorme. c'était hyper drôle. Ils parlaient de Griezmann, ils parlaient de Mbappé, enfin tous, hein, même aussi dans les villages, tous les jeunes, ils connaissaient connaissaient. l'équipe de France de foot, quoi. Ah, incroyable. Je pensais pas que c'était si connu que ça en fait le foot. Enfin, c'est Si, niais comme et- phrase, ça fait niais comme ça, mais enfin, je pensais que c'était pas, je pensais pas que ce serait à si loin qu'il y aurait un engouement si fort quoi. Ah, c'est Oui, marrant. carrément. Et puis c'était assez beau parce que par exemple, quand on était au Tadjikistan, c'est un pays où il y avait eu encore récemment des guerres civiles. Il y a eu plein de conflits suite à la fin de l'URSS. Et en fait, ça fait pas longtemps qu'ils en sont sortis, mais il y a toujours des checkpoints. Donc, c'est des endroits où tous les 50 ou 80 kilomètres, on est obligé de s'arrêter, de passer à un poste où il y a des militaires avec des FAMAS qui viennent vérifier tout ce qu'on a dans la voiture, qui viennent signer des formalités. Donc en fait, ça peut être assez intimidant, mais finalement, comme on se retrouvait face à des militaires qui avaient notre âge, qui connaissaient un peu le foot et avec qui on Et parlait ouais, un ça peu de détend. foot, bah, la plupart du temps, enfin, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Il y avait une rencontre qui se faisait aussi avec des militaires à des checkpoints au milieu d'un endroit un peu désolé. Donc c'est des choses auxquelles on s'attend pas. Et quand on voit ça de loin, par exemple, nos familles, nos proches qui voyaient ça de loin, ils étaient terrifiés à l'idée qu'on longeait à la frontière de l'Afghanistan pendant plusieurs jours avec des checkpoints de militaires et tout. Mais en vérité, nous, on l'a vécu comme un moment hyper paisible et c'était magnifique et très Ouais, apaisant. c'est ce que je voulais vous demander parce que bon après j'ai l'impression que vous avez quand même un peu un instinct enfin un instinct de baroudeur quoi, genre vous êtes genre à un moment vous vous mettez enfin je veux dire vous vous arrêtez en pleine nuit, vous êtes je crois à la frontière de l'Afghanistan et je crois que c'est là que vous avez rencontré les deux enfants et, Oui, c'est et ça, ouais. vous vous endormez et je me suis dit mais les mecs ils campent près de la frontière de l'Afghanistan quoi. Enfin, je sais pas, mais juste, genre, je me dis, bon, ça me paraît raisonnable de me poser la question, où vous avez pas eu On comprend complètement. Nous aussi, à la base, en partant, on ne serait jamais imaginé, enfin, on ne serait pas dit, c'est normal, on va aller dormir proche de la frontière, on va poser les tentes à côté de la frontière avec l'Afghanistan. On n'aurait pas pensé ça forcément avant de partir, mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de voyager qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément grand-chose à craindre quand on voit les gens qu'on rencontre en fait. Ouais, Et d'accord. il faut savoir que cette partie-là C'est ça qui en vous rassure en Afghanistan, fait. donc qu'on a longée, c'est une partie qui a été épargnée par les conflits et les guerres parce que c'est une partie qui est très haute en altitude où les terrains sont absolument impraticables. Donc il y a quand même des mines qui ont été déposées le long de la rivière, mais globalement ça a été quand même épargné. Est-ce que vous avez senti que vous êtes sorti de votre zone de confort quand même pendant ce voyage? Ou est-ce que finalement ça s'est fait au jour le jour et vous avez jamais senti que genre vous faisiez Je un... pense que ça dépendait des moments. Notre zone de confort, complètement en fait, parce que mais c'était une zone de confort dans laquelle on se sentait pas forcément très bien non plus, quoi. Je pense que là où on s'est, en fait, ce que dit Julie, enfin, ça s'est vraiment fait au jour le jour, de par le trajet qu'on a fait en partant de France et en s'éloignant. Euh, mais en fait, on s'est un peu retrouvé et ce qui nous faisait énormément de bien, c'était de s'inscrire vraiment dans tu vois, enfin c'est bête à dire, mais d'aller camper, d'aller faire du camping sauvage. Il n'y a pas mieux pour se sentir vivant, pour oui, pour sortir de sa zone de confort, mais pour en trouver une autre en fait, je pense, parce que on se sentait très bien, on était en plein confort quand on était à l'intérieur de nos tentes. On était vraiment comme dans une petite bulle. C'était très très agréable et même à des moments maintenant, moi enfin tu vois, ça me gênerait pas d'aller dormir dans le jardin avec ma tante. Je me sentirais pas moins bien que dans ma chambre, je pense. Mais Ah ouais d'accord, ok. c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Mais Mais j'ai l'impression qu'en fait, en fait, j'ai l'impression qu'on s'habitue à tout. Mine de rien, enfin, je vois à un moment où vous êtes en Mongolie, vous êtes accueilli par des gens et genre vous dormez sur un tapis dans une espèce de oui, oui, oui. alors, je sais pas si c'est en Mongolie, mais c'était pas loin. Ça c'était en Tadjikistan. Tadjikistan. Ouais. Et il y a rien, il y a juste dans la salle, il y a un poêle, un tapis et c'est tout en fait. Et genre, Julien il a l'air de kiffer sa vie et je me dis bah
J'ai l'impression Ouais. que quand t'es habitué à dormir par terre tout le temps, en fait, genre n'importe quel endroit un peu chaud à l'abri, t'es content. Bah alors, il faut aussi peut-être, enfin, je vais rapidement replacer le contexte, mais en fait, à ce moment-là, c'était vraiment la merde, nous, quand on était à cet endroit-là du Tadjikistan, parce qu'en fait, il faisait complètement nuit, et on était à plus de 4200 mètres d'altitude, et il faisait, mais un froid de malade. La veille, justement, on avait essayé de trouver un endroit où dormir. On voulait camper, justement, et puis Sébastien s'était rendu compte que c'était absolument impossible, on n'allait jamais pouvoir dormir. Et on avait été accueillis par une famille de bergers, justement, à ce moment-là. Et le lendemain, on a refait la même connerie. Où on est reparti encore et on a continué de rouler de nuit et on s'est retrouvé encore avec le même problème. Où est-ce qu'on va pouvoir dormir? Il fait trop froid dehors. À 4200 mètres, c'est pas possible. On peut pas dormir dehors. Et dans la voiture, il n'y a pas la place. En fait, il faut savoir qu'elle était complètement bondée. On pouvait même pas baisser les sièges. Donc c'était impossible de dormir dans la voiture. Et encore une fois, là, on a été accueillis par Zumrat et Ibadad, donc deux femmes qui vivaient dans une maison en bois. Et à ce moment-là, en fait, quand tu es invité finalement à dormir comme ça, à l'abri du froid, à l'abri du vent, Et tu dis ouais. voilà, tu dis oui tout de suite, on te propose justement et même c'était un peu dur, c'est vrai, je le dis dans le film, mais c'est un plaisir, ça reste un plaisir. Et elle, enfin, pareil, elle vous accueille alors que c'est 2 nuits et il y a 2 loustiques qui arrivent comme ça et ils demandent s'ils peuvent dormir et c'est avec plaisir quoi qu'elle vous. Elle vous Ouais. parle même pas la langue quoi. Incroyable. Alors, oui, alors c'est vrai que c'est assez incroyable, mais en fait, il y a toujours eu un doute, et à l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas si c'était une auberge ou si c'est deux femmes qui nous ont accueillis, en fait, parce qu'en fait, on se repérait vachement avec les cartes, parce que de nuit, on voit rien, il n'y a pas d'éclairage. Ouais. Donc en fait, au fur et à mesure du voyage, la nuit tombait très très tôt, elle tombait comme nous en hiver à 17h, 17h30, 18h, mais là-bas en été, ça tombe à 18h. Donc à partir de 18h, on regardait les cartes et on essayait de trouver sur les cartes des endroits où on pouvait dormir. Et là, on avait trouvé sur la carte un endroit où il y avait apparemment une auberge, mais en arrivant, il y avait rien. Et donc en fait, leur maison, enfin c'était potentiellement une auberge, mais on l'a jamais su. Donc pour elle, c'était un peu particulier. Euh, mais voilà, après, on n'a pas été tant de fois que ça invité chez les gens à dormir, mais aussi parce qu'on avait un rythme de vie qui était très intense et qu'on arrivait souvent de nuit. Euh, comme on le dit un peu entre nous, on avait souvent 3 journées en une journée. C'est-à-dire que le matin, on se réveillait avec le soleil, donc vers 7h30, 8h. On explorait un peu l'endroit où on était, donc on rencontrait les gens dans l'endroit où on avait passé la nuit, on faisait un atelier dessin, on faisait quelque chose comme ça. Vers midi, on partait, ou midi 30. Là, on faisait une bonne journée de route, en s'arrêtant bien sûr à presque toutes les heures pour découvrir quelque chose, rencontrer des gens, photographier. Voilà. Et ensuite, à partir de 18h, on arrivait à l'endroit qui nous intéressait. Et là, on explorait un peu l'endroit qui nous intéressait. On faisait une projection, on faisait quelque chose. Et après, à partir de minuit, on se disait, bon, maintenant, on dort où, on mange quoi? Donc là, il fallait trouver un endroit pour dormir. Fallait qu'on se fasse à bouffer. Et puis après, au bout d'un moment, on mangeait même plus le soir, hein, parce qu'on avait plus le temps, quoi. On était trop fatigués. Ah ouais, c'est vrai. Mais, Ok. mais, Ok. mais voilà, c'était un rythme particulier. Et on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des surprises gastronomiques? Enfin, genre, c'est quoi le. Est-ce qu'il y a un plat qui vous a marqué, genre parce que c'était bon ou parce que justement c'était vraiment hyper chelou comme goût? Est-ce que vous avez un truc qui vous a. Parce que j'ai aucune idée de ce que c'est que la Alors moi, bouffe tadjik, hein, du coup. C'est pas du tout. je pense à deux choses là. Enfin, il y a deux trucs qui me viennent en tête tout de suite. C'est, Sébastien, je te laisserai parler après, mais là, je pense à la rencontre avec la famille de Fatima et Hassan quand ils nous ont invités à manger. Et puis le lait de jument fermenté qu'on a goûté dans la yourte au Kirghizistan. Mais donc, enfin, je vais parler de la rencontre avec Fatima et Hassan. Donc c'était Sébastien, on avait déjà parlé. C'était les deux enfants qui étaient venus nous voir le matin, dont les tantes avaient sûrement attiré l'œil et qui nous avaient invités ensuite à aller chez eux et déjeuner chez eux. Et puis on a été
mais vraiment séduit par la nourriture qu'ils nous proposaient. C'était excellent. En fait, c'était vraiment chaque aliment était meilleur que tous les éléments qu'on avait mangés auparavant parmi les pays qu'on a traversés. C'était vraiment impressionnant. C'était super bon. Et en fait, ils avaient un potager, donc ils produisaient tout eux-mêmes. Donc c'est peut-être pour ça que c'était aussi bon, mais en tout cas on était vraiment surpris. Et à la fin, quand on est parti, ils nous ont remis des œufs séchés, brouillés et séchés dans un sac, et qu'on a mangé comme ça un peu sur la route pendant quelques jours derrière. Et enfin voilà, on avait quand même des bonnes surprises. Et après, moi je suis d'accord avec toi sur les deux, et du coup, si tu veux raconter l'histoire, mais bon, sinon je peux raconter. Mais bon, et du coup, le deuxième truc, à l'inverse, c'était quand on était au Kirghizistan, donc justement là c'était un endroit où il y avait des yourtes, et au Kirghizistan, il y a une grande tradition qui est à la période du début de l'automne du coup récupérer du lait de jument et de le faire fermenter dans un sac pendant plusieurs semaines ou mois, je sais plus exactement. Et en fait, ce lait de jument en fermentant produit de l'alcool. Et en fait, après, on le boit comme ça. Donc, ça se boit. Et c'est une boisson traditionnelle qui s'appelle le kemis et que tous boivent là-bas. Donc, les enfants qui ont à partir de 8-9 ans, ils commencent déjà à en boire. Et en fait, donc nous, on en a, à la fin du film, on le voit. On nous en a proposé dans une yourte. Et en fait, c'est un seau, quoi, comme on a un seau chez nous. Et dedans, il y a du lait qui a fermenté avec des grumeaux et tout. Wow. Et donc en fait, l'apparence est assez désastreuse. Surtout qu'on avait lu avant que ça pouvait faire des dommages énormes sur les estomacs occidentaux. Il y en a qui vont à l'hôpital et tout. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va pas leur dire qu'on peut pas en prendre parce que c'est mal poli, mais on va pas en prendre trop non plus. Donc on a pris un bol pour deux. Ok. Et en fait, Julien a goûté et il a dit que c'était genre... Enfin, il m'a dit, mais on dirait de la raclette. J'ai fait quoi? Comment ça peut être de la raclette? Et j'ai goûté, effectivement, ça avait une sorte de goût de raclette, parce que dans la raclette, il y a plein de fromage, sauf que là, c'était de la raclette, mais avec de l'alcool. Et en fait, la première gorgée, c'est bon. La deuxième, ça commence un peu à écœurer. Et après, c'était un peu trop pour nous. Mais je pense que avec une longue habitude, des années d'expérience, on peut apprécier à sa juste valeur le kemis. Ok, donc c'est mitigé quoi, comme gustation ça. Ah bah, Oui, nous oui. après on a tout fait pour pas en reprendre. Parce qu'on savait qu'on allait finir à l'hôpital sinon. Franchement, c'était le danger. Incroyable. Et en plus, enfin genre, je sais pas. En fait, c'est trop drôle parce que genre, je sais pas. En fait, des trucs qui nous paraissent normaux, comme avoir du lait en bouteille. Là, tu me dis, le gars, il arrive avec son énorme seau de plombier là, et puis il te file, il va plonger une louche pour te filer un bol de lait quoi. Enfin, c'est Ah, exactement. sanitairement, tu fais ça en France, si t'as un inspecteur, il fait un arrêt cardiaque, lui, c'est fini. Donc, non, je trouve ça marrant parce que du coup, ça veut dire que tu fais confiance aussi quelque part à la personne qui te sert, tu vois. Enfin, Complètement. Et ça, c'était un des grands enseignements qu'on a tiré du voyage et ce qui nous a un peu transformé lors du voyage et on espère avoir des bons restes de ça, c'était faire confiance et c'est un peu la morale du film aussi parce qu'on a, malgré nous, le film a une morale, on n'avait pas pensé, mais c'est ce qui en ressort et c'est vraiment faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas encore et essayer de sortir de nos réflexes de méfiance qu'on a et qu'on a malheureusement un peu repris en revenant, je pense, même malgré nous. Mais bon, voilà. t'as pas réussi à garder Bah ça si, je pense qu'on encore. en a gardé certains. On est ouvert. Je pense que ça nous a beaucoup marqué. On a pris plein de recul par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à des moments, je me rends compte, putain, mais pourquoi cette personne qui est venue me voir dans le métro, tout de suite quand elle est venue, je me suis dit, oh non, tu vois, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Enfin, Ok. c'est un truc bête, tu vois, mais Ok. Ah, c'est fou. ça en revenant, on l'avait pas forcément et voilà, tu te retrouves à te refermer un peu sur toi-même. Donc je pense qu'il faut repartir, hein, c'est médical. C'est médical. Et comment est-ce que
Ouais, est-ce que du coup, ça évolue plutôt dans le bon sens? Votre morale, vous avez jamais été démoralisé ou je sais pas, est-ce qu'il y a... Ce que je veux dire, Il y c'est long de moi, tu vois, il y a des a, fois où tu peux peut-être avoir le moral qui diminue aussi, ou qui monte, j'en sais rien, tu vois, peut-être que... Franchement, on en a discuté avec Sébastien après le voyage, mais c'est vrai qu'il y a pas, il y a vraiment pas un seul moment où on s'est dit je suis trop fatigué, j'en peux plus, j'en Ouais. ai marre, j'ai envie de rentrer. C'est vraiment pas arrivé et c'est une bonne chose parce que du coup, ça nous a permis de continuer le voyage et puis de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux endroits. Mais en fait, il faut savoir aussi que ce qui nous a permis de tenir un peu notre rythme qu'on avait, qui était un rythme très soutenu, c'était les rencontres et c'était les événements qu'on organisait, les projections, les ateliers de dessin. Et c'est ça qui nous redonnait aussi beaucoup d'énergie le lendemain pour repartir et pour retaper de la route pendant 5-6 heures, arriver le soir en pleine nuit, poser les tentes en pleine nuit. Parce qu'on savait que à un moment, tac, on allait rencontrer des gens, on allait faire une rencontre, on allait proposer des films, projeter les films, faire les ateliers de dessin avec les enfants. Et c'est ça qui nous a permis de tenir. Et donc, on a fait ça ensemble pendant 2 mois. Et moi, après, j'ai continué seul, du coup, pendant 3 mois encore. Et j'ai continué de faire ces événements-là parce que je m'étais rendu compte que sans ça, c'était difficile de tenir un rythme qui était aussi soutenu. Et en particulier, je m'en suis beaucoup rendu compte en revenant, en fait, au retour. Quand je suis reparti de Russie pour revenir en Europe, En voiture. alors, donc j'ai mis la voiture sur un camion qui l'a emmené jusqu'à Moscou. Moi, j'ai pris le train jusqu'à Moscou. Et après, de Moscou, je suis rentré jusqu'en France. D'accord. Et en fait, sur cette partie-là, je continuais, il me restait encore des dessins à échanger. Et donc, je continuais d'aller voir les écoles, je continuais d'aller voir les orphelinats pour proposer les échanges de dessins. Mais ça marchait pas parce qu'il y avait un climat de méfiance qui s'était de nouveau installé, contrairement aux pays dans l'Asie centrale et en Orient. Et donc là, à ce moment-là, j'avais presque plus envie de continuer. En fait, j'avais plus envie de continuer le voyage. C'est juste que ça marchait plus, le projet ne marchait plus. Et donc le sens qu'on avait vraiment à la base, qu'on avait trouvé à notre projet, enfin le sens qu'on avait trouvé à notre voyage par ce projet-là, il tenait plus. Et à ce moment-là, j'avais envie de rentrer. Mais tant que ça marchait, à aucun moment on s'est dit quoi. Qu'on voulait arrêter, on n'a jamais pris fatigue et on a toujours voulu continuer. Putain, je trouve ça trop cool ce que tu dis. Genre, tant que t'as un sens, en fait, finalement, le reste suit, en fait, quoi. Donc, tu sais pourquoi tu te lèves le Ouais, c'est matin, ça. ça file et que peu importe les galères. Parce que, enfin, moi, il y a un moment donné où je me suis dit, putain, mais comment tu fais pour rester zen? Vous avez voulu voir un lac à un moment donné. Et il fallait monter, monter, monter. Putain, il y avait des bourrasques qu'on voyait que dalle, etc. Et je crois que c'est à ce moment-là, vous avez même votre suspension de voiture qui casse et vous la rescotchez avec un bout de Ouais, scotch. c'est pour dire qu'on n'est pas mécano, quoi. Hein. Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr, mais déjà, enfin, genre, j'ai pas, vous avez pas l'air de paniquer. Enfin, moi, je me dis, d'extérieur comme ça, je me dis, mon Dieu, genre, ta bagnole, elle commence à partir en cahuète alors que t'es là, t'es, pour le coup, t'es vraiment au fin fond du bout du monde, quoi. Et ouais, je me suis. Enfin. Vous Alors avez oui, les ailes, quoi. c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un moment où on a eu un petit peu peur quand on était dans la tempête de neige, parce qu'en fait, il y avait deux routes pour aller au lac, et nous, on avait pris la route qui, d'après notre logiciel là de carte, était censée être la route la plus rapide. Sauf qu'en fait, c'était une route qui, on s'en est aperçu après, n'existait pas sur toutes les autres cartes qu'on avait. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était pas une route, c'était une sorte de piste boueuse qui montait dans la montagne et qui ensuite se transformait en espèce de colline de boue. Et en fait, on a été pris par la neige, il y a une tempête de neige, donc on a passé un col. Et suite à ça, on s'est retrouvé à glisser en fait avec la voiture, puisque toute la piste de boue s'est transformée en espèce de torrent de boue avec de la neige. Et en fait, il y a eu un moment où on a failli s'embourber et on a failli en fait dévaler toute la montagne avec la voiture. Enfin, c'était assez flippant. Et donc là, à ce moment-là, on a réessayé une deuxième fois, on s'est re-embourbé, on a reglissé, on a réessayé une troisième fois, on a reglissé encore, et là après on s'est dit, bon,
là, soit on continue et on meurt, soit on rentre parce que. Et là, en fait, on a un peu flippé parce qu'on s'est dit merde, mais on est sorti et en fait, on s'est rendu compte que dehors, il devait faire moins 15, quelque chose comme ça, et que en fait, nous, on avait des vêtements qui étaient faits pour. En fait, on était passé. La veille, il faisait 40 degrés parce qu'on était. En fait, ouais, la veille, il faisait 40 degrés et là, il faisait moins 15. Donc, nos corps étaient en PLS, si on peut le dire comme ça. Donc, on s'est dit là, si on se retrouve même ne serait-ce que coincé dans la voiture, on passera pas la nuit. Donc là, on a eu un peu peur et on a pris la bonne décision parce qu'on a rebroussé chemin. Et voilà, donc ça a été un moment un peu flippant du voyage, D'accord. ouais, un peu touchy, mais en fait, faut prendre les. En fait, voilà, je pense que en fait, on prend les mauvaises décisions quand on n'est pas assez ancré, quand on n'est pas assez à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Ouais. Et nous, de manière générale, on est un peu borné. Mais là, on est content rétrospectivement d'avoir pris cette décision parce que c'était la meilleure. On a abandonné le lac ce jour-là. Le lendemain, on s'est levé à 5 heures et on allait le retrouver. Bon, voilà, le problème, c'est qu'on a eu la suspension qui a pété en revenant du lac, enfin en revenant de notre tentative de la veille. Et donc effectivement, voilà, écoute, on a été zen, on a fait ce qu'on pouvait, quoi. On a scotché le truc. Après, en fait, à chaque fois, ça répétait, donc on rescotchait tous les kilomètres presque après. Puis au bout d'un moment, on a vu qu'on pouvait la dévisser et on a vu que ça changeait pas grand-chose, donc on fait bon, bah on va la dévisser. Donc J'adore. Est-ce que, parce que du coup, je voulais juste revoir par rapport aux rencontres qui ont vraiment changé votre voyage en fait, parce que c'est pour ça que vous avez voyagé en fait finalement pour les rencontres. Et comment est-ce que, parce que bah moi à titre d'exemple, enfin, faire des rencontres, j'adore ça. Je suis plus c'est un peu la loterie quoi. Des fois c'est juste des rencontres de passage et puis des fois tu vas matcher et ça se passe trop bien. Mais juste comment est-ce que parce que là à chaque fois que vous avez montré des rencontres ça marche. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des flops aussi? Et comment est-ce que vous avez provoqué ça? Je vais pas demander s'il y a une recette magique pour ça, mais je sais pas, a priori, il y aurait plein de freins, vous avez parlé pas la même langue, enfin, je sais pas, tu arrives chez quelqu'un et tu lui dis avec des signes que tu as une vidéo à montrer ou des photos. Enfin, c'est pas facile, mine de rien, d'instaurer une relation de confiance rapidement ou une bonne impression. Oui, oui, complètement. On se posait beaucoup la question en partant, mais comment est-ce qu'on va faire pour rencontrer et tisser des liens avec des personnes dont on parle pas la même langue? On sait que c'est très difficile, mais enfin, on pensait que ça allait être très difficile, mais en fait, ça se fait complètement naturellement. Généralement, ça part d'un petit événement. Par exemple, la première rencontre qu'on montre dans notre film, c'est avec Kouralbaï, qu'on rencontre parce qu'on manque d'essence. Ça s'est vraiment fait comme ça. On est arrivé dans un village, on manquait complètement d'essence, on a essayé de trouver quelqu'un, et cette personne-là, voilà, nous a tout de suite guidés pour aller trouver de l'essence. Et ensuite s'enchaînent d'autres. Enfin, ensuite se déroule la rencontre, si je peux le dire comme ça. Mais en gros, après, il nous a invités à venir manger chez lui, à participer à la cérémonie de mariage. Et c'est vraiment, ça part souvent d'un petit événement comme ça. Par exemple, au Tadjikistan, ça nous est arrivé plein de fois de simplement s'arrêter sur la route pour prendre quelques photos. Et puis des enfants nous voient, des habitants nous voient et ils viennent nous voir par curiosité un peu, parce qu'on a une voiture avec plein de stickers dessus, une voiture qui tape à l'œil, on la remarque de loin. Et puis on remarque aussi tout de suite qu'on est des étrangers. Donc généralement c'est très rarement nous en fait les moments où on allait vraiment à la rencontre des gens, où vraiment on faisait le premier pas, c'est quand on allait proposer les projections. Donc on arrivait dans les villages et généralement les premières personnes qu'on voyait, on essayait de leur expliquer avec notre téléphone en montrant des photos des précédentes projections, justement qu'on voulait organiser ça chez eux. Après ces personnes-là allaient voir généralement le chef du village qui venait nous voir, avec qui on continuait de discuter à partir de ces photos-là, et puis avec quelques rudiments de russe qu'on avait, et puis avec les traductions qu'on pouvait faire avec nos téléphones. Donc c'est ça en fait. Quand on allait vraiment à la rencontre des gens, c'était par rapport à ces projets-là. Et sinon, le reste du temps, c'était vraiment par pur hasard comme ça que les gens nous voyaient et puis venaient vers nous.
D'accord. Et juste pour en rajouter par rapport à ce que tu disais sur les moments où ça marchait pas, alors ça arrivait rarement, mais ça arrivait aussi qu'on rencontre des gens et qu'en fait ils soient pas intéressés ou qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'on veut leur dire, par exemple pour les ateliers ou les projections. Et donc quand ça arrivait, là je pense par exemple à un moment quand on est au village de Koukilal où on a rencontré l'instituteur là dans le film qui est central dans le film où on a fait cette projection et puis ensuite on a organisé l'atelier dessin sur son perron. En fait, au début, on avait rencontré quelqu'un, la nuit tombait, donc le problème c'est que nous on essayait d'arriver avant la nuit tombante pour pas faire peur aux gens. Pour justement, ça c'était un peu la première astuce pour que les gens nous voient, pour pas qu'ils aient peur quand on veut faire des projections. La deuxième astuce, c'est quand on arrive quelque part, pour essayer de rompre la méfiance qui pourrait s'installer du fait qu'on est des étrangers. En fait, on va tout de suite voir les gens. Et quand on arrive, on n'attend pas qu'il y ait des regards un petit peu en biais qui puissent se créer. On va tout de suite dire bonjour aux gens, se présenter, parce que si on attend trop longtemps, il y a une sorte de méfiance qui se réinstallera et elle sera néfaste pour la relation qui pourrait s'en suivre. Mais par exemple, quand on est arrivé à Koukilal, on a rencontré des gens, on leur a expliqué notre projet. Alors soit ça les intéressait pas du tout, soit ils étaient pressés, soit ils comprenaient pas ce qu'on voulait leur dire, mais en tout cas, visiblement, ça les intéressait pas. Mais comme c'était les deux seules personnes du village qu'on voyait, on voulait pas les lâcher parce qu'on voulait du coup qu'elles aillent chercher d'autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Donc on discutait, donc il fallait être patient et montrer des photos. Et puis après, il y a une autre personne qui est venue. Et donc cette nouvelle personne qui est venue, elle était un petit peu intéressée. Donc elle s'est dit bon bah pourquoi pas. Alors elle nous a fait rentrer dans le village. Et là, il y a eu d'autres gens qui sont venus. Et là, en fait, de fil en aiguille, on a rencontré une dame qui nous a proposé de faire ça chez elle. Et en fait, voilà, un peu la morale qu'on peut en tirer, c'est et finalement, on a rencontré cet instituteur absolument génial avec qui on s'est beaucoup lié. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il faut pas s'arrêter. Il faut se dire bon bah si cette personne-là n'est pas forcément très intéressée, quelle autre personne dans l'entourage pourrait potentiellement l'être Ouais, tu lâches et pas. comment aller vers ces personnes-là. Voilà, faut pas lâcher, mais en même temps, il faut être patient et ouvert à tout parce que par exemple les enfants là, Fatima et Hassan, au début nous on voulait juste partir, continuer notre route et ils sont accrochés à notre voiture, ils sont mis debout sur les marchepieds, ils sont accrochés, donc nous on a rigolé, on a fait 10 mètres avec eux, puis après on leur a dit bon bah vous voulez pas descendre maintenant, on va pas vous emmener enfin je sais pas, vous habitez là quoi, donc puis après ils voulaient pas descendre, donc on a continué, on s'est dit bon bah on va les ramener au village du coup, donc on les a ramenés chez eux. Et après, ils nous ont dit, bah voilà, notre maison, elle est là, donc on s'est garé. Et après, on les a raccompagnés jusqu'à leur porte. Et c'est là qu'ils nous ont dit, bah venez. Mais voilà, c'est des trucs, c'est des hasards, mais je pense qu'il faut rester ouvert. Parce que si on s'était dit, oh, ils font chier, c'est des gamins, nous, ce soir, il faut qu'on soit là. Justement, le fait qu'on n'ait jamais prévu où est-ce qu'on allait le soir, Ouais. voilà, enfin, je veux dire, on n'avait pas de point de chute, on n'avait pas d'hôtel, on n'avait pas de tel jour on doit être là. On savait juste, grosso modo, il fallait qu'on passe 10-12 jours au Tadjikistan, pas plus. Donc ça nous permettait de réarranger l'emploi du temps en fonction D'avoir plus de de ce qui souplesse, pouvait quoi. arriver dans la journée. Ouais, complètement. Et maintenant que vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez enfin, je sais pas, c'est quoi l'impact le plus fort qu'il y a eu sur vous après un tel voyage? S'il y en a un, hein, je sais pas, peut-être que ça... Si, si. Bah déjà la barbe, Julien, il a fallu qu'il se rince quoi. Ouais, je m'étais rasé un peu avant quand même. Mais non, sinon, enfin, déjà une passion encore plus développée pour le voyage. Et puis surtout pour le voyage de cette manière. En fait, personnellement et Sébastien aussi, on n'avait jamais voyagé de cette manière. Comme il disait, il y a plusieurs façons de voyager. Et cette façon-là, on l'avait jamais empruntée. Et c'est une manière de voyager qu'on a tous les deux adoré. Et c'est la façon dont on aimerait aussi voyager. Enfin, personnellement, plus tard pour d'autres grands voyages. C'est exactement dans ce style-là. Donc une grande passion s'est développée pour ça, pour l'audiovisuel, puisqu'on a tous les deux été absolument ravis de pouvoir monter un documentaire dessus et puis de pouvoir partager aussi notre voyage aux personnes qui nous connaissaient et puis aussi aux habitants de nos villes respectives lors des expositions, etc. Et donc vraiment cette envie-là de partager aussi ce
ce qu'on a vécu déjà pour informer et puis aussi potentiellement pour donner envie aux gens de partir vivre leurs propres aventures. C'est pour nous un truc important et qui s'est développé par la suite et qu'on continue de développer chacun de notre côté. Moi, par exemple, je fais des petits voyages comme ça de temps en temps où je réalise des vidéos, des films dessus et que je partage ensuite sur les réseaux sociaux pour montrer, pour inciter les gens à s'évader, à partir, à explorer, vivre leurs propres aventures. Donc c'est quelque chose qu'on garde beaucoup et aussi on garde d'extrêmement beaux souvenirs de ce voyage-là. Et Ouais, il y a des. Ouais, vas-y. Non, je voulais dire juste pour rebondir. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien et je pense que ce qu'on garde aussi, c'est les rencontres qu'on a fait, mais c'est pas seulement les rencontres. C'est-à-dire que même maintenant, enfin, c'est marrant parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés seulement un jour. Mais je sais pas si c'est avec le fait qu'on ait monté le film. Et donc, en fait, ces gens-là, on les a vus pendant 6 mois, pendant 6 mois de montage. Donc, en fait, on les a vus un jour en vrai, mais ils font un peu partie de notre vie. Donc, mais oui. Donc, en fait, enfin, je pense Julien aussi, mais on est vachement attaché à eux. Et ce qu'on a voulu raconter aussi dans le film, c'est que c'est pas tant la durée de la rencontre qui est importante, mais c'est voilà, et la sincérité avec laquelle on s'investit dans cette rencontre-là, et puis aussi voilà l'émotion qu'on peut mettre dedans. Et il y a des gens qu'on a rencontrés 1 ou 2 jours, et ouais, je suis ému là d'en parler. Et puis je sais pas, ça donne envie d'aller. Enfin, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien aller les revoir. Je m'étais pas dit ça en partant. Il y en a un qui nous a dit, il est dans le film, il nous dit à l'année prochaine. Vous reviendrez l'année prochaine, à l'année prochaine. Donc, on rigolait, on savait très bien qu'on reviendrait pas l'année prochaine, lui aussi. Mais ce qu'il voulait dire, en fait, je pense derrière ça, c'est, j'espère qu'on se reverra un jour. Et en fait, en partant, on n'avait pas forcément réfléchi à ça, mais là, ça donne envie d'y retourner pour les paysages, mais surtout pour revoir ces personnes-là et potentiellement passer vraiment plus de temps avec eux pour apprendre à mieux les connaître. Et ok, mais ouais, mais puis ça fait aussi partie du plaisir d'avoir des surprises et de se laisser ouvrir des opportunités que tu n'aurais pas forcément eues si tu t'étais pas mis en action en fait finalement. Et d'ailleurs, de votre film là, enfin, vous avez des compétences de montage vidéo avant ou pas? Parce que je m'étais fait la réflexion que c'était, enfin, déjà les paysages, moi j'en ai pris plein la gueule, première chose. Mais même, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Est-ce que vous êtes, enfin, vous avez fait des films comme ça avant ou pas? Ou c'était votre premier essai? Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avec Julien, on avait commencé à faire des vidéos quand on avait, je sais pas, 14-15 ans. En fait, on faisait du montage, mais du montage de jeux vidéo, des trucs comme ça. En fait, on a commencé comme ça avec Julien, et en fait, suite à ça, ça nous a un peu donné envie d'aller faire, de continuer un peu dans la vidéo. Donc, moi, de mon côté, je suis parti dans des études de cinéma, et j'ai fait quelques courts-métrages, donc j'ai appris sur le tas en faisant des courts-métrages à faire du montage. Mais la grosse différence, c'était que les courts-métrages, c'était des films qui duraient 15 minutes. Donc, au maximum, on avait 2 heures de rush. Donc, les rushs, c'est tous les films qu'on a pu faire et qu'on réassemble et qu'on trie aussi. Sauf que là, à la fin quand on a voulu travailler sur le montage de notre film, on est arrivé avec Julien, on savait utiliser techniquement le logiciel, mais on s'est retrouvé devant 60 heures de film. Et là, 60 heures de film, ça allait nous faire 60 films. Enfin, il fallait trouver, il fallait qu'au final, on ait 1 heure de film, quoi, dans ces 60 heures. Et donc, on a mis 2 mois à les trier. 2 mois pendant le premier confinement où on travaillait tous les jours de 9h à midi comme des salariés modèles, enfin bon, en mi-temps bien sûr. Enfin bref, voilà, de 9h à midi, on s'est imposé une rigueur parce que sinon on n'aurait pas tenu. Et on faisait ça par Skype, en partage d'écran. C'était pas forcément le mieux, mais ça nous a permis d'avancer dessus. Et petit à petit, le film s'est dessiné. On est passé par des moments de doute pour dire que on n'allait jamais réussir à un film, que ce serait extrêmement mauvais. La première scène qu'on a montée, on était euphorique. Du coup, on était euphorique vis-à-vis de cette scène. Voilà. Et en fait, après, on l'a regardé le soir et c'était extrêmement mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était même pas nul, c'est que c'était gênant. Tellement c'était nul. On était dépités. On n'en pouvait plus. Donc là, on s'est dit, mais ok, on n'arrivera jamais à faire de film. Donc ensuite, pendant une semaine,
travaillé en moulinant dans la vase, en essayant de refaire des versions. Et puis c'est là qu'on a compris qu'il fallait qu'on ajoute de la voix off. C'est là qu'on a compris comment on montait des scènes comme ça. Et petit à petit, on a trouvé notre manière de travailler à deux et notre manière de raconter le voyage. Et voilà, ça a été un nouvel apprentissage. Encore quelque chose de nouveau. C'était passionnant. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez appris voilà, en faisant, en fait. Genre, parce que tu avais des bases, mais en fait, vous avez tout appris. J'imagine que vous avez fait des tonnes de tutos sur YouTube pour apprendre à monter, etc. Quoi. Vous avez tout appris sur le tas, quoi. Mais en fait, il y a des choses qu'on peut pas apprendre par des tutos. Enfin, je pense pas. En fait, ça s'apprend par expérience de comment on raconte une histoire et en fait, on s'est rendu compte aussi de quelque chose de super intéressant, c'est que il y avait des moments formidables qu'on avait vécus, mais qu'on n'arrivait pas à raconter parce qu'on n'avait pas assez de matière ou parce que c'était pas une matière qui fonctionnait. Alors peut-être que c'est qu'on est très mauvais, ou peut-être que c'est simplement que on pouvait pas la raconter à travers ce documentaire-là parce que ça se mariait pas à l'ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que pour faire un documentaire, il faut pas juste avoir une scène qui fonctionne, une scène qui fonctionne. En fait, il faut que l'ensemble soit cohérent, qu'il y ait une trajectoire, une évolution. Et en fait, il faut se dire, même si il y a une trajectoire réelle qu'on a vécue, il faut aussi qu'avec le documentaire, on rajoute un peu de dramaturgie et un peu de narration par-dessus. Parce que sinon, il n'y a pas d'évolution et au final, des belles images, c'est super, mais si c'est juste une surenchère de belles images, voilà, qu'est-ce que ce sera? Et maintenant que vous avez fait ce film, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez essayer de le produire ou de le vendre? Je sais pas comment ça marche. C'est quoi vos projets en tête avec ça? 3 sélections en festival là, jusqu'à ce jour-là. Donc à partir de mars 2021, le film sera projeté dans un festival à Toulouse qui s'appelle Partance, dans un autre à Nantes qui s'appelle Les Rencontres de l'Aventure et un autre en juin à Paris qui s'appelle Partir autrement. Et puis on continue à l'envoyer comme ça un peu partout en festival. Et à côté de ça aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de chercher une production pour essayer de nous accompagner vers une version télévisuelle du film. Ce serait formidable si on y arrivait et si une production était intéressée. Mais c'est quelque chose de très de très rare, puisqu'en fait les 3/4 des films sont produits ils sont produits avant d'être réalisés. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont voir une boîte de production, la chaîne préachète, enfin, tout ce business-là se fait avant, quoi. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Julien, par rapport à ça? Non, pas spécialement. Je crois qu'il a à peu près tout dit. Enfin, voilà, nous, ça va nous faire extrêmement plaisir de présenter une première fois le film à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de notre film. Enfin, déjà, toi, par exemple, tu l'as vu et comme tu nous as fait ton retour, tu l'as apprécié. Ça fait hyper plaisir de voir des personnes qui n'ont jamais entendu parler de notre projet, qui finalement apprécient déjà le projet, l'aventure en elle-même, et puis la façon dont on a réalisé le film. Et ça, c'est quelque chose dont on a hâte aussi de découvrir l'année prochaine avec les festivals, les projections qu'on organisera dans les soirées, pour avoir aussi le retour d'un public qu'on ne connaît pas encore et qui n'a jamais entendu parler de notre projet. Et est-ce que par exemple, où est-ce que quelqu'un qui peut pas être physiquement présent au festival peut l'acheter quelque part ou le voir quelque part? Est-ce que c'est prévu? Alors oui, c'est complètement prévu. En fait, on a une version qui est en précommande sur Vimeo, mais on attend encore de savoir si c'est vraiment la dernière version qu'on va mettre. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une version disponible sur Vimeo en VOD. Et puis aussi de faire un DVD. Donc on va essayer de presser un DVD. Il y a déjà une association qui nous a contactés et qui est tout à fait partante pour distribuer notre DVD en médiathèque ou sur des stands en exposition. Donc voilà, il y a ça aussi. Il y a la partie VOD qu'on va mettre en ligne et puis la partie DVD. Ouais. Excellent. Et pour finir avec ce podcast, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans un projet, quel que soit le projet, un projet d'envergure ou non, à titre personnel? Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme conseil, ou qu'est-ce que vous donneriez comme conseil si vous deviez recommencer votre aventure? Un projet de voyage, tu veux dire, c'est ça? Un peu comme ça? Par exemple.
Euh, alors moi je pense que le plus important, mais vraiment si on part en duo, parce que je pense qu'on peut répondre là-dessus on est partis tous les deux, voilà, si on part en groupe, ce qui est vraiment le fondamental, c'est pas tant l'endroit où on va, je pense, mais c'est plus quel est le style de voyage qu'on fait. En fait, il faut vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire pendant le voyage et prendre vraiment du temps à réfléchir là-dessus parce que on se rend pas forcément compte, mais on a tous des envies de voyage différentes et même si on veut aller à la même destination, ça peut vite créer de la frustration chez l'un ou chez l'autre. Et en fait, savoir si on veut plutôt faire un voyage où on va uniquement marcher, savoir si on veut faire un voyage où on va aller voir les lieux culturels, savoir si on veut faire un voyage route ou un voyage plus, j'allais dire classe, mais voilà, plus l'inverse. Voilà, est-ce qu'on veut faire un film du voyage? Est-ce qu'on est tous les deux autant investis dans ce projet? Je pense que c'est des questions qu'il faut vraiment se poser et se poser très clairement au début d'un voyage, surtout si c'est un voyage qui est long et qui dure 2 mois, 3 mois, parce que c'est vraiment ça qui va créer du plaisir et qui au contraire, si les personnes qui partent ensemble sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut aussi créer une énorme frustration et puis finalement de la colère et voilà. Et en fait, ce qui était assez marrant, nous on était exactement sur la même longueur d'onde. Mais le seul moment où on s'entendait un peu moins, c'est quand on était en ville. Et je sais pas pourquoi, parce que quand on était en ville, bah, il devait y avoir, je sais pas, le stress, le fait que on faisait du montage en même temps qu'on visitait des trucs en fait, ou qu'on était sur les réseaux pour essayer de mettre un peu d'infos pour les sponsors et tout. Enfin voilà, là nous on n'avait pas la même vision quand on était en ville. Moi personnellement, j'aurais pris moins de temps pour faire du montage et pour mettre les choses et peut-être plus de temps pour visiter, ce qui n'était pas forcément la bonne solution. Et Julien, lui de son côté, préférait prendre plus de temps pour justement faire du montage et mettre des infos pour les sponsors et pour les gens qui nous suivaient. Donc voilà, nous c'était en ville, c'était un peu plus difficile, mais heureusement, on savait qu'on partait pour être dans la nature. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Mais si on était parti pour être uniquement en ville, je pense qu'on se serait étripé à la longue. La vache, d'accord, ok. Ah, mais c'est intéressant que vous soyez franc et transparent là-dessus. Je trouve que c'est... Julien, c'est la première fois que je te le dis. Non, mais c'était pas extrême. Ça arrivait vraiment une fois quand quand on était à Samarcande. En fait, ce qui avait aussi alimenté un peu cette frustration mutuelle, c'était le fait que pendant toute une matinée, en fait, pour raconter un peu l'histoire, j'avais posté des trucs sur Instagram pendant toute une matinée en faisant des découpes et tout ça. Ça m'avait pris 2-3 heures et je poste ça. Et puis 1 heure après, je retourne sur Instagram et je vois qu'il n'y a rien. Et je vois qu'il n'y a rien du tout par rapport au travail que j'ai fait pendant toute la matinée, toute la communication que j'ai fait. Il n'y avait plus rien et ça avait disparu. Et donc j'étais vraiment pas du tout de bonne humeur quoi, à ce moment-là. Et puis moi, je voulais absolument remettre les trucs parce que j'avais tout préparé, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est tout le temps des petites histoires. Il y a quand même un contexte qui est derrière. D'accord, ok. Et pour finir, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut suivre vos futures aventures, vos histoires? Ouais, carrément. Alors, donc, on a une page Facebook qui porte le nom de notre aventure et du film qui s'appelle Il était une fois dans l'Est. On a aussi un compte Instagram sur lequel, et ça peut être assez cool. Vous pouvez retrouver toutes les stories parce qu'on a fait vraiment pas beaucoup de stories pendant toute la première partie du voyage. Donc d'ailleurs, toi, si ça t'intéresse aussi, hésite pas à aller les voir. C'est une sorte de mini-film sans montage de tout ce qu'on a vécu pendant la première partie du voyage. Et il y a des péripéties assez drôles. Et donc voilà, il y a Facebook, Instagram et Vimeo. Et ça, c'est vraiment une plateforme sur laquelle il y aura des choses intéressantes puisque le film en VOD sera présent sur Vimeo. Il y a la bande-annonce qui est sur Vimeo. Et encore une fois, ça s'appelle Il était une fois dans l'Est. Excellent. Et merci beaucoup les gars pour nous avoir partagé votre histoire. C'était super intéressant. Et le côté rencontre, c'était vraiment super enrichissant de voir comment faire des rencontres à l'étranger, dans une autre culture totalement différente. C'était absolument génial. Donc, c'était un grand plaisir. Merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. C'était un plaisir. Et puis pour cette discussion. Merci. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et sur ma page Instagram Le Grand Bain, où je partage des backstage du podcast, mes stories parfois décalées, ou sur LinkedIn où je poste des histoires rédigées issues de mes dernières interviews.
Si tu veux que ta voix apparaisse dans le prochain teaser, envoie-moi un fichier son enregistré sur ton téléphone disant « Bienvenue sur Le Grand Bain » et envoie-le-moi à l'adresse legrandbain.contact@gmail.com. Je te dis à très bientôt, Pierre.